La démocratie contestée, volonté d'un retour à l'ordre moral et institutionnel. Les néo-réacs occupent la place en Europe et c'est ce que dénonce Raphaël Glucksmann dans Génération Gueule de bois, manuel de lutte contre les réacs. Son livre est publié chez Alary Éditions. Raphaël Glucksmann, vous êtes essayiste et documentariste. D'abord, je voudrais avoir une réaction de votre part sur ce qui s'est passé au Yémen. Comment vous l'analysez ? Cette horreur absolue montre que nous ne faisons pas face à un clash de civilisation, que les principales victimes, les premières victimes des terroristes djihadistes de Daesh, ce sont des musulmans, en l'occurrence des chiites, mais aussi les sunnites qui, en Syrie ou en Irak, refusent leur joug. Et que nous sommes face à une menace terroriste qui est fondée sur une idéologie qui est avant tout politique. Et que donc la lecture qui viserait à opposer des identités univoques les unes aux autres et à transformer le globe religieuse ou nationale et à transformer le globe en vaste conflit de civilisation est une lecture fausse. Alors, Raphaël Glucksmann, je l'ai dit, vous êtes essayiste et documentariste. Vous avez donc publié ce livre, Génération Gueule de bois, manuel de lutte contre les réacs, je l'ai dit également. Mais vous avez aussi un engagement politique. Vous avez été du côté de ceux qui ont fait la révolution en Géorgie et en Ukraine. Et comment est-ce que vous êtes passé du rôle d'observateur, vous étiez journaliste, à celui d'acteur ? J'ai fait un documentaire sur les révolutions de couleur qui ont bouleversé la carte de l'Europe de l'Est au début des années 2000. Et je me suis retrouvé à filmer des gens qui avaient le même âge que moi et qui s'engageaient en politique de manière on ne peut plus radicale. Et ça avait un côté fascinant. Et ensuite, quand je suis retourné en Géorgie pour filmer la guerre que la Russie avait déclenchée contre l'État géorgien, j'ai eu un moment de déclic. En fait, c'était un soir. Dans le livre, je l'explique dans le livre. Oui, c'est un soir dans la nuit du 12 août 2008. J'étais à un barrage au sud de la ville de Gori, en Géorgie, un barrage russe, et il y avait des paramilitaires russes qui pillaient les alentours. Il y en avait même qui volaient des toilettes. Et j'ai eu la chance ou la malchance de parler avec le général en chef de l'armée russe dans le Caucase, de la 58e armée, qui s'appelle le général Borisov. Et il est arrivé vers nous, il nous a dit, j'étais avec 2 autres journalistes français, rentrez chez vous, tas de PD, baisez vos nègres. Je suis désolé, je le cite, parce qu'ici, ce n'est pas l'Europe, c'est la Russie. Et à ce moment-là, en fait, j'ai posé ma caméra et je me suis dit que j'avais besoin de faire plus que de témoigner. Et donc, j'ai décidé de m'engager auprès des jeunes Géorgiens qui essayaient de construire une démocratie. Et là, vous avez compris quelque chose aussi, sans doute. Oui, Qu'est-ce que c'était, ouais. Je me suis dit qu'en fait, la société dans laquelle on vit, l'Europe dans laquelle on vit, qui était et qui est toujours une Europe fondée sur la paix, la démocratie et les libertés, et bien cette Europe-là pouvait avoir des ennemis. Et qu'on avait tendance, dans ma génération et aussi dans les générations présentes, à oublier que nos modes de vie et nos principes ne sont pas universels et que certaines forces dans le monde peuvent les refuser. Et les refuser de manière active, y compris en leur déclenchant des guerres. Et c'est à mon avis la clé de la gueule de bois actuelle que j'essaie d'analyser dans le livre. Oui, c'est pour ça que vous avez appelé votre livre Gueule de bois. Un réveil très difficile. Un réveil très douloureux, oui, puisque en 1989, en gros, ma génération a vu le jour en 1989, a compris le monde, a commencé à voir le monde en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Et ben en 1989, des professeurs américains... On parlait de chute des idéologies. Et voilà, on parlait de fin des idéologies et surtout de fin de l'histoire. Vous vous souvenez de la thèse de Fukuyama qui avait fait un succès démentiel à l'époque, c'est-à-dire qu'on nous expliquait que nous ne connaîtrions plus les guerres, que nous ne connaîtrions même plus les grands conflits théologico-politiques. Et bien aujourd'hui, on se réveille dans un monde où la guerre est partout, y compris en Europe, on le voit en Ukraine, où les terroristes peuvent frapper au cœur de nos cités, et où enfin, l'extrême droite, qui remet en cause les principes et les modes de vie sur lesquels sont fondées l'Europe, l'extrême droite est en passe de devenir idéologiquement dominante sur le continent. Alors vous venez de le dire, vous estimez que les ennemis de la démocratie en Europe, ce sont autant l'extrême droite que les fondamentalistes religieux. Est-ce qu'ils ont des motivations communes, selon vous ? Ils se font la guerre les uns aux autres, évidemment. L'extrême droite fonde une partie de son succès sur la peur que suscite le terrorisme islamiste, mais ils ont une cible commune. Et cette cible commune, c'est les métissages, les échanges, les ouvertures qui fondent nos sociétés. Et fondamentalement, si jamais on n'arrive pas à imposer un discours sur ces métissages, ces échanges et ces libertés qui fondent nos sociétés, eh ben on risque de tous périr dans ce ping-pong mortifère entre d'un côté les replis identitaires religieux et de l'autre les replis identitaires nationalistes. Alors, vous venez d'en parler, de ce réveil douloureux. On parle bien sûr de ce qui s'est passé en janvier avec l'attaque contre Charlie Hebdo en France ou l'attentat d'Utøya en Norvège il y a quelques années. Mais est-ce que ce réveil, il ne risque pas d'être de courte durée ?
Quand on était dans les on n'a pas tendance à oublier très vite, justement. Le problème qu'on a, c'est qu'on vit dans une civilisation du zapping. Et que donc, on est déjà passé à autre chose. Mais moi, ce que j'essaye de faire avec mon livre, c'est justement de rester sur ces instants de janvier. Pas seulement sur les attentats, mais sur la réaction à ces attentats. Vous savez, il y a 4 millions de Français qui sont descendus dans les rues et des gens qui sont descendus dans les rues d'Europe ou du monde pour exprimer une solidarité. Et pour certains, c'était la première fois qu'ils descendaient dans la rue. C'était un moment... Des gens de tous bords. Hein. Ouais, de tous bords politiques, qui n'étaient encartés souvent d'ailleurs dans aucun parti ou dans aucun syndicat. Et ce qui était à la fois digne et en même temps problématique dans ces manifestations, c'est qu'elles étaient principalement silencieuses. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse, à partir de ce sursaut, à partir de ces silences, c'est de construire un discours, de dire... Parce que là, on était dans l'émotion. Voilà, on était dans l'émotion, et donc maintenant, il faut qu'on transforme l'émotion, sans la nier, en projet. Et ça prend du temps. C'est le rôle de qui, justement ? Et à mon avis, c'est le rôle, évidemment, des politiques, mais simplement, les élites politiques ont renoncé depuis 1989 au moins au discours sur les idées, à porter une vision, et donc... C'est pas seulement le rôle des politiques, c'est aussi le rôle de chacun de nous. C'est aussi le rôle des gens qui sont actifs dans les réseaux sociaux ou qui ont des projets de festivals en culture ou qui sont capables d'écrire des livres ou simplement de tenir des blogs. Et à mon avis, le propre de la politique contemporaine, c'est précisément qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur des représentants. Il faut être tous présents. Et c'était le sens, à mon avis, de la mobilisation de janvier. Et justement, dans votre livre, vous défendez cette démocratie plus horizontale, plus directe. Vous évoquez Maïdan en Ukraine, vous évoquez la révolution des parapluies à Hong Kong, également les indignés en Espagne. Mais quand vous en parlez à Yulia Tymoshenko, elle dit que ce n'est pas le moment en Ukraine. C'est quand le moment ? En fait, le gros problème, c'est que cette démocratie horizontale qui s'exprime dans les mouvements civiques contemporains, y compris aussi dans les révolutions arabes, n'a pas encore de système politique, ne débouche pas encore sur une offre politique qui On l'a vu avec les indignés à Madrid. On l'a vu avec les indignés à Madrid, on l'a vu aussi avec l'Égypte. Vous savez, ils ont fait une révolution démocratique et ils se sont retrouvés ensuite avec des islamistes, puis un dictateur militaire. Et donc, tout l'enjeu, c'est de produire un discours. Le problème, c'est que le temps presse. Et que quand j'arrive, par exemple, après Maïdan, dans le bureau de Yulia Tymoshenko, pour discuter de cette démocratie horizontale et des réformes, elle m'explique, oui, c'est magnifique, et c'est évidemment l'avenir de la politique, mais moi, j'ai des tanks russes qui vont rentrer en Ukraine, c'est la guerre, c'est ce qu'elle et vous c'est le explique. début de la guerre. Et que donc, vous, Raphaël, vous êtes charmant, mais vous n'êtes pas prêt avec vos idéaux maïdanistes horizontaux, alors que moi, j'ai besoin de résister aujourd'hui au tank russe. Et ce n'est pas les réseaux sociaux qui pourront le faire, c'est des armes. Alors, vous l'avez expliqué, le problème, c'est que, selon vous, le culturel, l'idéologique, politique, ont été abandonnés, notamment en France, par les partis traditionnels, mais récupérés par l'extrême droite de manière très habile. Est-ce que vous expliquez pourquoi ce retour à l'ordre séduit autant, selon vous ? Vous savez, quand on traverse une crise socio-économique qui se traduit en crise morale, eh bien, on a besoin plus que jamais d'idées. C'est-à-dire que la crise ne produit pas nécessairement la réaction ou le fascisme. Vous savez, en 1929, la pire crise économique qu'ait connue l'Occident, ça a produit des millions de chômeurs aux États-Unis, des gens qui faisaient la queue pour la soupe populaire. Mais ce que ça a produit, c'est non pas le fascisme, c'est un discours démocratique porté par Roosevelt et le New Deal, c'est-à-dire un nouveau contrat social. Donc quand on est en crise, on a besoin d'idées qui puissent changer la réalité. Et le problème qui se pose, c'est que vu que les élites républicaines, démocratiques ou des partis de gouvernement ont cessé de produire des idées, eh bien les seules idées qui sont disponibles sur le marché alors qu'on entre en crise profonde, ce sont les idées portées par les partis d'extrême droite. Et donc on peut tout à fait, et on doit combattre ces idées et les juger néfastes, mais il faut d'abord comprendre qu'elles existent et cesser de mépriser a priori nos adversaires réactionnaires. Moi, je les prends au sérieux. Et je pense que quand les gens sont convaincus par des idées, ils votent en fonction de ces idées. Alors, comment vous expliquez que le sentiment anti-européen, qui est très développé dans de nombreux partis d'extrême droite en Europe, je pense au Jobbik, à Ondry, à Aube Dorée, également en Grèce, pourquoi ce sentiment anti-européen est-il aussi populaire ? Vous savez, en France, il y a seulement un tiers des Français, selon le CEVIPOF, qui pensent que l'appartenance de la France à l'Union européenne, pas telle ou telle politique européenne, mais l'appartenance en général à l'Union européenne, est une bonne chose pour la France. Ça veut dire qu'en gros, on a perdu le débat culturel, ceux qui aiment l'Europe, ceux qui sont pour l'idée européenne, on a perdu le débat culturel et idéologique sur la question de l'Europe. Pourquoi ?
Mais parce que, fondamentalement, comment vous voulez être convaincu par une technocratie qui distribue des directives sans jamais proposer de vision? Il n'y a pas de démocratie européenne, il n'y a pas de politique européenne, il n'y a que Il y a un problème de leadership politique aussi en Europe. Oui, bien sûr, il n'y a pas de représentation d'un homme qui incarnerait une idée, ou même, tout simplement, de gouvernement qui correspondent à une monnaie. Et donc, fondamentalement, il y a une démission politique de l'Union européenne, et on l'a vu au moment de Maïdan, vous savez, c'est la première fois dans l'histoire du continent européen que des jeunes Européens sont morts en Ukraine l'année dernière avec le drapeau européen dans les mains. C'était la première fois que ça arrivait en Europe. C'était le moment. C'est très fort. Oui, symboliquement, c'est très fort. C'était le moment où ces leaders soi-disant pro-européens, les leaders français ou allemands par exemple, auraient dû produire un grand discours sur ce que c'est que l'Europe, sur quelle est leur vision, ce vers quoi on tend et ce pourquoi ces gens-là se sont sacrifiés. Eh bien non, il n'y a eu aucun de ces discours parce que fondamentalement, les leaders pro-européens n'ont aucune vision pour le continent. Raphaël Glucksmann, dernière question très rapidement. Dans votre livre, vous citez un ex-agent de l'antiterrorisme algérien qui estime que les attentats vont se multiplier en Europe. Vous y croyez, vous aussi, notamment avec le groupe État islamique qui a un fonctionnement bien plus inquiétant que celui d'Al-Qaïda. Vous savez, Al-Qaïda, on rentrait dans Al-Qaïda comme on rentre dans une armée secrète. C'est-à-dire qu'il y avait une structure et on appartenait à une structure, on obéissait à des chefs. Le problème qui se pose aujourd'hui avec la déclaration du califat et les appels que fait le califat à tous les jeunes à travers le monde qui voudraient se sacrifier pour le djihad, c'est qu'on n'est plus dans une structure. Chacun peut faire son propre djihad. Et donc, le gros problème qui va se poser pour nos sociétés, c'est comment contenir ce mouvement-là, sachant qu'on ne peut pas l'infiltrer de manière efficace. Et que du coup, on va avoir de plus en plus tendance à voir en chaque personne à côté de vous dans le métro un terroriste potentiel. Et le risque, là, c'est de perdre ses valeurs. Et c'est ce que disait d'ailleurs le responsable de l'antiterrorisme algérien. Il disait, vous allez voir que vous allez sacrifier vos valeurs en combattant les terroristes. Il faut lui donner tort. Il ne faut pas sacrifier ses valeurs. Notamment les valeurs humanistes. Ouais. Merci Raphaël Glucksmann d'avoir été le témoin de ce grand angle. Je rappelle que votre livre, Génération Gueule de Bois, est publié chez Alary Éditions. Merci d'avoir été avec nous.